Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Cette vidéo est la deuxième de notre série sur l'autonomie sur la santé. Elle développe des notions fondamentales à propos de ce qu'est réellement la santé, de ce à quoi on reconnaît les différents niveaux d'énergie, de ce qu'ils impliquent, ainsi qu'une vision différente des symptômes. Elle fait suite à une première vidéo qui explique pourquoi et comment il est possible de devenir autonome sur sa santé sans être médecin. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous suggère vraiment de la regarder avant celle-ci. La troisième vidéo s'appuiera sur des notions développées aujourd'hui pour pouvoir mettre en place notre autonomie sur la santé de manière plus pratique. Je commence par un petit préambule pour préciser que nous sommes tout à fait conscients que la médecine chimique a son utilité pour les cas qui dépassent nos capacités adaptatives, afin de maintenir les symptômes à des niveaux soutenables. Donc l'objectif de cette série de vidéos est surtout de savoir comment se mettre dans des conditions qui ne nécessitent plus l'intervention de la médecine chimique. Et l'objectif est aussi de savoir discriminer les situations dans lesquelles elle est vraiment utile, des situations dans lesquelles elle ne fait que couper les symptômes sans chercher à intervenir sur les origines. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai dit que la médecine chimique est un échec. Et quelqu'un m'a fait remarquer qu'au contraire, c'est une superbe réussite économique. J'admets que je ne l'avais pas vu sous cet angle et je remercie pour cet excellent commentaire qui a le mérite de remettre les choses à leur place. Et je termine ce préambule par une citation de l'excellent livre de Jules Romain qui s'appelle Knock ou le triomphe de la médecine. Donc c'est un classique qui résume très bien l'approche de la médecine moderne en disant que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et ça se traduit très bien dans le langage moderne par un oxymore que nous avons tous entendu en boucle, malade asymptomatique. Je précise que le livre a été adapté en film. Alors au contraire, dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur la vision de Carl Gustav Jung, pour qui la maladie n'est que l'effort que fait le corps pour revenir à l'état d'équilibre. On commence avec la santé. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qu'est la santé ? Je vous propose de la définir comme notre faculté d'adaptation, c'est-à-dire notre capacité à retrouver l'équilibre à chaque fois que quelque chose nous déstabilise, et ce, que ce soit sur le plan physique, psychique ou spirituel. Pour ce qui est du plan spirituel, je ne parle pas de religion, mais bien du sens de notre vie et de ce qui nous rend heureux. Et en fait, tous ces plans sont reliés, et un déséquilibre sur l'un des plans peut engendrer des déséquilibres sur les autres plans. Donc il est important de prendre conscience que nos besoins et nos conditions de vie évoluent en permanence. Nos besoins sont assez différents selon notre âge ou selon notre état psychique. Et nos conditions de vie changent en fonction de notre rythme de vie, de nos contraintes, du stress, de notre environnement, de nos relations les uns avec les autres. Donc la santé est un équilibre dynamique qui doit se réajuster en permanence. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est définitivement acquis, mais plutôt de ce qu'il faut cultiver. La permaculture nous invite d'ailleurs à apprendre à observer pour pouvoir interagir au mieux. En fait, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise santé, puisque le corps fait toujours au mieux de ce qu'il peut, compte tenu des conditions dans lesquelles il se trouve. Il y a par contre différents niveaux d'énergie. Le corps a ainsi plus ou moins de possibilités à sa disposition selon son niveau d'énergie. D'ailleurs, plutôt que de parler de bonne ou de mauvaise santé, il serait plus juste de parler d'une santé forte ou d'une santé faible. Donc globalement, on peut distinguer 4 grands niveaux d'énergie. Alors, au niveau aigu, le corps dispose de beaucoup d'énergie et est en capacité d'avoir des réactions aiguës quand il en a besoin. C'est en général le cas des enfants. Ils ont souvent une grande vitalité et quand ils en ont besoin, leur corps est capable de réagir très fort. Par exemple, quand ils sont malades, ils font des symptômes aigus qui sont le signe de ce haut niveau d'énergie. Ils toussent, ils crachent, ils font des fièvres. Et grâce à ça, leur corps revient rapidement à l'état d'équilibre. Donc, au deuxième niveau, le niveau chronique, le corps a un peu moins d'énergie, généralement en raison d'un déséquilibre chronique qui pompe de l'énergie en permanence. Donc, les réactions du corps sont alors moins fortes et s'étale sur des périodes plus longues. Dans cette phase, le corps a plus de difficultés à revenir à l'état d'équilibre.
Si le déséquilibre s'installe dans la durée, on arrive au niveau épuisement. Paradoxalement, la santé paraît bonne, car le corps n'a alors plus l'énergie de faire de symptômes. Et c'est une phase pernicieuse parce que si nous ne mettons pas dans des conditions qui permettent de revenir à plus d'énergie, le corps se dégrade silencieusement. Au dernier niveau, le niveau survie, le corps utilise ses ultimes ressources pour tenter de retrouver l'équilibre quand on s'en est trop éloigné. C'est souvent la phase dans laquelle se déclenchent des cancers, des maladies neurodégénératives ou cardiaques par exemple. Un des principes de la permaculture est que le problème est la solution. Cela signifie que ce que l'on considère souvent comme un problème est souvent la réponse à un déséquilibre plus profond. Et c'est valable à toutes les échelles du vivant, depuis le plus petit organisme jusqu'à un écosystème complet, et notamment pour le corps humain. Donc il s'agit de voir ici les réactions du corps autrement. Les symptômes correspondent en effet à l'effort que fait le corps pour revenir à l'état d'équilibre, c'est-à-dire la solution qu'a trouvé le corps pour répondre au problème. Si vous avez des doutes, voici quelques exemples. Une inflammation, ça chauffe et ça gonfle. C'est la solution du corps pour augmenter les échanges sur cette zone et ainsi permettre une réparation plus rapide. Dans ces conditions, vous doutez bien qu'un anti-inflammatoire empêche, ou en tout cas ralentit les réparations. Un diabète de type 2, ce sont juste des cellules qui sont gorgées de sucre et qui n'acceptent plus d'en ingérer davantage. Et c'est pourquoi le sucre reste dans le sang. Donc, vous imaginez bien qu'une injection d'insuline qui force les cellules à accepter ce sucre dont elles étaient déjà saturées risque d'occasionner du dégât. Et c'est bien ce que montrent certaines études. D'autant plus que ça se règle facilement en jeûnant. Les diabétiques de type 2, non seulement ne se retrouvent pas en hypoglycémie quand ils jeûnent, mais au contraire, ils voient leur glycémie augmenter en début de jeûne. Car les cellules profitent de l'occasion pour relâcher le sucre en trop, preuve qu'elles en étaient effectivement saturées. N'importe quel diabétique de type 2 peut le vérifier facilement en jeûnant. Il faut bien sûr penser à le faire à son rythme et en écoutant son corps. Mais déjà une journée permet de le vérifier. Le cholestérol n'est pas non plus un problème. C'est même une molécule très importante car il s'agit d'un précurseur de beaucoup d'hormones. Notre cerveau est d'ailleurs naturellement plein de cholestérol. Alors, pourquoi est-ce qu'il encombre les artères? Tout simplement parce que l'alimentation moderne, qui est majoritairement cuite, ne nous donne plus suffisamment accès aux minéraux. Quand c'est le cas, la plupart des tissus se retrouvent fragilisés, dont les artères, avec notamment des risques d'anévrisme et de rupture d'anévrisme. Que fait le corps dans ces circonstances? Il renforce les artères avec ce qu'il peut trouver d'autre que les minéraux. Et il utilise pour ça du cholestérol. Quand on comprend ces mécanismes, on peut sérieusement s'interroger sur l'utilité des médicaments anti-cholestérol. Il y a aussi les maladies infectieuses. Donc, elles ne s'attrapent pas, elles se développent. On parle en général en termes de terrain. C'est-à-dire quand le fonctionnement du corps est trop déséquilibré, le terrain est propice à la maladie. Le corps va alors se servir des micro-organismes disponibles pour entreprendre un travail de nettoyage et de rééquilibrage. C'est ce qu'on appelle la maladie, mais en réalité, c'est un processus de guérison. La métaphore des poubelles permet d'expliquer ça. Parce que de la même manière que dans une maison, il est nécessaire de sortir régulièrement les poubelles pour éviter qu'elles ne deviennent insalubres, le corps produit un certain nombre de déchets métaboliques qui doivent être éliminés. C'est le rôle des organes émonctoires principaux, et notamment le foie, les reins, les intestins ou les poumons. Mais il arrive des situations pour lesquelles l'élimination est stoppée ou fortement réduite. C'est notamment le cas des phases de stress. Et il s'agit d'un mécanisme de survie qui mobilise toutes les ressources et stoppe les réparations du corps afin d'avoir un maximum d'énergie pour pouvoir lutter ou fuir. Et c'est ce qui correspond à ce qu'on peut appeler une maladie froide. En fait, il n'y a aucun symptôme puisque l'énergie du corps est mobilisée pour gérer le stress. Plus le stress est intense, plus la situation dure, plus notre vitalité diminue et plus les déchets s'accumulent et donc plus le corps se dégrade faute des réparations nécessaires.
Une fois le stress retombé, il est temps pour le corps de faire le grand ménage de printemps pour éliminer tous les déchets qui se sont accumulés. Mais quand l'accumulation est telle que l'élimination habituelle est insuffisante, le corps utilise alors toutes les voies de sortie possibles, comme par exemple le nez ou la peau. Et il fait simultanément appel à des micro-organismes qui vont nous aider à traiter ces déchets. Donc que ce soit un écosystème ou dans le corps, les micro-organismes sont toujours les éboueurs du système. Quand c'est le cas, il y a bien sûr des symptômes. Et c'est le mécanisme d'une maladie infectieuse qui correspond à ce que l'on peut appeler une maladie chaude. Donc, maladie froide et maladie chaude vont de pair. La maladie froide correspond à la phase de dégradation silencieuse du corps, tandis que la maladie chaude correspond à la phase de réparation. Cependant, les deux phases consomment beaucoup d'énergie et font baisser notre niveau de vitalité. Ainsi, lors d'une maladie infectieuse, le corps nous fait ressentir de la fatigue. C'est un message pour nous inciter à nous reposer, pour reprendre de l'énergie. Cette approche nous montre que les symptômes ne sont pas le signe d'une mauvaise santé. Ils sont au contraire le signe que le corps agit. Donc même s'ils sont désagréables, ils sont aussi nécessaires. Mais c'est par contre aussi le signe que quelque chose est inadapté dans notre vie, que ce soit sur le plan physique, psychique ou spirituel. Car je vous rappelle que les trois sont intimement liés et peuvent chacun générer des symptômes, parce que rien n'arrive au hasard. Et je rappelle que par spirituel, je ne fais pas référence à la religion, mais au sens de la vie. Donc notre responsabilité est de nous placer dans les conditions les plus adaptées possibles, pour que notre vitalité soit la meilleure possible et pour avoir les ressources pour revenir facilement à l'état d'équilibre, quoi qu'il arrive. Dans un premier temps, il est important de laisser le corps faire son travail, ce qui est d'ailleurs tout à fait fidèle à la pensée d'Hippocrate avec son célèbre primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Puis, en parallèle, il est intéressant de comprendre la source du problème pour résoudre le déséquilibre afin que le corps n'ait plus besoin de faire de réparation. Et c'est également fidèle à Hippocrate, car nous recherchons ainsi la cause des causes. Donc un indice, lorsqu'un symptôme est chronique, alors l'origine est chronique également. Donc avec cette compréhension, vous vous doutez bien que couper les symptômes est contre-productif. Cela bloque les mécanismes de réparation et fait le lit de la maladie suivante, qui en général est plus intense, car le déséquilibre aura continué de s'aggraver. Il en est de même pour les excitants qui coupent la sensation de fatigue et nous empêchent de retrouver une vitalité optimale. Ainsi, quand notre niveau de vitalité chute trop bas, le corps devient incapable de supporter la phase de réparation, parce qu'il n'a plus d'énergie. Et c'est ce qui explique que l'on puisse mourir d'une maladie infectieuse alors qu'il s'agit normalement d'une réparation. C'est pourquoi, en cas de faible vitalité, il peut être utile non pas d'éliminer, mais de diminuer les symptômes à l'aide d'un médicament chimique. Ceci afin que la réparation reste à un niveau soutenable pour le corps, quitte à ce qu'elle soit plus longue. Mais il est ensuite vital d'aménager des conditions permettant de reprendre de l'énergie. C'est par exemple le cas d'un burn-out. Lorsque nous avons été trop loin dans l'épuisement, via le burn-out, le corps nous impose de prendre du repos. Sinon, notre vitalité chuterait à un niveau dangereusement faible. Il s'agit donc d'une protection déclenchée par le corps pour faire face à un danger grave. Ce burn-out nous indique aussi que notre vie est déséquilibrée et ne va pas dans la bonne direction. Et bien sûr, couper les symptômes aurait l'inconvénient de couper l'information que nous donne le corps. Il deviendra alors bien plus difficile de comprendre l'origine du déséquilibre et donc d'y remédier. La dernière partie de cette vidéo ne sera pas diffusée sur YouTube, mais uniquement sur Odyssey et Crowdbunker sous forme d'un complément. Le règlement de YouTube interdit en effet certains types de contenus et nous respectons bien sûr ce règlement puisque c'est la condition pour pouvoir diffuser sur YouTube. Au passage, il faut savoir que YouTube a bloqué certains de vos commentaires sur la vidéo précédente. Quand c'est le cas, vous avez l'impression qu'il n'est pas bloqué parce que vous le voyez toujours à partir de votre compte. Mais il n'apparaît plus quand on regarde à partir d'autres comptes ou en mode déconnecté.
Je précise qu'il s'agit d'une possibilité technique que YouTube offre aux créateurs de contenu pour pouvoir bloquer des insultes par exemple. Mais certains de nos abonnés nous ont prévenus par mail que leur commentaire avait été bloqué sans que nous ne soyons à l'origine du blocage. Donc YouTube utilise visiblement cette possibilité pour éliminer des commentaires qui ne lui plaisent pas. Quand c'est le cas, nous sommes bien sûr dans l'incapacité de voir le commentaire et donc d'y répondre. Donc dans vos commentaires, pensez à éviter les mots-clés que YouTube pourrait bloquer. En tout cas, c'est intéressant de savoir que ça existe et de voir à quoi c'est utilisé. Je vous partage cette vision de la santé, mais bien entendu, chacun est libre de choisir sa façon d'aborder la santé. Je précise que si vous décidez de suivre cette approche d'autonomie pour votre santé, vous en êtes le seul responsable. L'autonomie est l'outil de la liberté qui est elle-même indissociable de la responsabilité. Je vous suggère donc de ne rien croire sur parole et de simplement tester sur des petits cas qui ne prêtent pas à conséquence pour vous faire une idée petit à petit. J'espère que cette vidéo aura élargi votre vision de la santé et vous aura fait voir les symptômes autrement. Donc la compréhension des processus qui amènent le corps à développer des symptômes est d'ailleurs ce qui manque le plus à la médecine moderne. C'est cette compréhension qui nous donne l'opportunité de faire machine arrière, mais aussi de faire de la prévention et de pouvoir gérer notre santé et notre équilibre. Dans la vidéo suivante, nous verrons cette fois de manière très pratique comment gérer notre équilibre pour rester toujours en santé optimale. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee via le financement participatif. Je vous souhaite le bonheur de développer l'autonomie sur votre santé et je vous dis à très bientôt.